Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des grands entretiens de Storia Voce. Toute autorité en dehors de la transcendance a besoin d'un individu de chair pour s'incarner. À travers l'histoire des civilisations, le corps des rois, le corps des princes, des chefs et autres souverains joue un rôle déterminant dans l'exercice de cette autorité, dans l'exercice du pouvoir. Storia Voce vous propose aujourd'hui de réfléchir sur cette idée, peut-être ce concept essentiel, à travers l'exemple français de Saint Louis à Louis XVIII. Quelle est la place du corps biologique, mais aussi du corps politique, un corps qui porte l'âme, puis l'État, puis la nation? C'est ce que nous allons voir avec Stanis Pérez. Stanis Pérez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, vous dirigez des recherches en histoire, coordonnateur de recherche à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris-Nord, et vous venez de publier aux éditions Perrin un ouvrage comme nous allons le voir, qui est extrêmement riche sur un sujet que l'on croit connaître, mais on découvre tant de choses, tant précisément le sujet est vaste. Ce livre s'appelle Le corps du roi, incarner l'État de Philippe Auguste à Louis-Philippe, un livre paru donc aux éditions Perrin. Ma première question, Stanis Pérez, est assez simple. Le mot de corps du roi paraît simple. Et pourtant, dès les premières pages, vous affirmez que le terme évolue avec les âges. Le terme est polysémique. Polysémique, oui, c'est une évidence, mais je dirais que les chercheurs ont par définition l'habitude de ce que j'appelle personnellement les faux amis, c'est-à-dire ces termes que l'on connaît, que l'on retrouve, que l'on définit à un instant T et qui n'ont pas du tout le même sens au fur et à mesure du temps, et qui n'ont pas forcément le même sens non plus en fonction de leur emploi et des sources qui sont utilisées. Alors le corps est un faux ami, si je puis dire. Je le dis avec un brin de malice, mais je le dis aussi à destination à la fois des chercheurs et des universitaires, parce que cette histoire du corps, c'est à la fois une histoire longue et une histoire qui semble reposer sur un invariant biologique, c'est-à-dire notre fonctionnement organique. Il arrive qu'on soit fatigué, qu'on soit malade. Entre la naissance et la mort, il se passe plein de choses. La mort elle-même peut intervenir de façon très très différente. Mais bon, on pourrait considérer qu'il y a une forme d'invariant biologique et que sur cet invariant biologique se grefferait finalement de l'accidentel. Bon. En réalité, c'est un peu plus compliqué parce que cette notion de corps qui nous semble si familière dans la civilisation occidentale, depuis, j'allais dire, les expériences et les réflexions de l'Antiquité grecque, avec les mutations du Moyen-Âge, la Renaissance, etc., on a l'impression que finalement, c'est toujours pareil. Ben non, c'est pas toujours pareil. Et au-delà d'une évolution, je dirais, qui finalement se retrouve pour quantité de problèmes et qui là aussi fait également le travail de l'historien. La question qui se pose, et que je pose effectivement en introduction, est de savoir, mais est-ce que ces gens-là avaient vraiment un corps? Oui, ils ont des organes, ils sont là, ils sont bien présents, ils sont vivants. Mais la problématique corporelle, c'est une problématique en réalité qui est assez récente, sur la longue durée. Et quand on veut l'articuler, comme j'ai essayé de le faire dans ce travail, et dans d'autres travaux que j'ai menés, aux politiques, l'articulation du corps et du politique, c'est pas simplement dire le politique change parce qu'il y a une évolution institutionnelle, une évolution au niveau des régimes. Il y a aussi une manière de problématiser les choses qui change. Et même si le terme corps, on le retrouve, même si on a des portraits, même si on a des sculptures, même si on a des textes qui parlent de ce qu'on peut qualifier de vie quotidienne, il y a une manière différente d'interroger ce rapport vital, existentiel à son propre corps, et cette interrogation, elle impose énormément de prudence. Mais en même temps, quand on observe
les sources et quand on se réfère également à un certain nombre de travaux, mais qui ne vient pas forcément à 100% de l'histoire, mais peut-être aussi de l'anthropologie, voire même de la philosophie, on s'aperçoit que il faut accepter cette variation de sens, cette variation de problématisation. Prenons un cas très simple. Avant la Renaissance, globalement, je le dis très schématiquement, la problématique n'est pas tellement celle du corps que celle de la chair. Ça veut dire qu'il y a une problématique qui est très fortement teintée de spiritualité, pour ne pas dire de mysticisme. Le corps ne se pense qu'en tant que chair, chair à dompter, à discipliner, à réprimer. C'est Saint Louis qui s'est fouetté chaque semaine et qui, lorsqu'il change, de confesseur chargé effectivement de lui infliger cette discipline, il compare le précédent à celui qui officie présentement et il est capable de remarquer que finalement le dernier frappe moins fort et que du coup, son accession à la sainteté, elle est compromise. C'est-à-dire que l'âme, dans ce cas, est supérieure au corps. Je crois que il faut même pas poser la question du corps. Elle n'existe pas, seule l'âme compte. Oui, et disons qu'il y a une matérialité, mais cette matérialité, ce sont des organes, ce sont des pulsions, ce sont des passions qu'il faut combattre si on veut accéder à la sainteté. C'est-à-dire le corps est un problème. Bon, donc culturellement et intellectuellement, on ne lui permet même pas, j'allais dire, d'exister de façon autonome. Ça, c'est à partir de la Renaissance, où on va en fait entrer dans une phase qui va survaloriser le moi, le jeu, l'image de soi, le portrait, le reflet, dans une forme de narcissisme qui ensuite va coloniser, j'allais dire, tous les champs de la société, pour ne pas dire tous les champs du savoir et de la culture. Alors, certes, l'époque de Saint-Louis, et de Philippe Auguste, nous sommes au XIIIe, XIVe siècle, ce sont des époques où l'âme est importante, et pourtant vous présentez dans les premières pages de votre ouvrage le moment du sacre. Et lors du sacre, le corps possède une place toute particulière, et on va même dire quasi centrale. Oui, alors c'est la question fondamentale de l'onction. Mais je crois que là aussi, le corps finalement est très souvent un alibi. Il faut bien oindre quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions autour des différentes localisations de cette onction. Pourquoi au milieu du dos, pourquoi sur la poitrine, les épaules, etc. Il y a au moment du sacre le début de cette incorporation mais qui est avant tout, pour l'époque, une incarnation. On retrouve ce que j'ai évoqué il y a quelques instants, cette ambiguïté fondamentale. Incorporation ou incarnation? Incarnation parce que on est effectivement dans le domaine de la chair qui va devenir, donc cette réalité organique va devenir une sorte de média. Et là où je crois il y a un point de fixation intéressant, c'est autour de cette question du toucher des écrouelles, parce que on n'a jamais dit, on n'a jamais prétendu que le roi accomplissait des miracles. Il anticipe l'action miraculeuse de Dieu en servant lui-même d'intermédiaire. Le roi est un intermédiaire. Les écrouelles, pour nos auditeurs, c'est le fait que le roi te touche, Dieu te guérisse. Oui, bien sûr. Cérémonie... Après le sacre. Alors, ça commence immédiatement après le sacre. Alors, il y a, cela va de soi, la grande étude de Marc Bloch sur cette question, surtout consacrée à la période médiévale. Moi-même, j'avais consacré quelques travaux, quelques articles à l'évolution de la cérémonie et notamment au lien entre le discours médical et l'évolution également du rituel du toucher des écrouelles pour les 16e, 17e et 18e siècles. Et ce qui est très, très intéressant et très important, c'est de voir que
contrairement à une idée reçue, ce corps royal ne peut pas accomplir de miracle. Il ne peut l'accomplir que si, effectivement, il est doué de sainteté. Mais dans l'histoire de France, des rois qui ont été canonisés, il n'y a pas eu tant que ça. Donc tous les rois ne sont pas saints. Tous les rois ne sont pas thaumaturges. Ils sont thaumaturges parce qu'ils servent d'intermédiaires. De médiateurs. De médiateurs. Quelque chose se passe et quelque chose passe à travers leur corps, à partir de l'onction. Comme si l'onction faisait que cette chair qu'il faut discipliner, elle va obtenir un privilège exceptionnel, une grâce. Cette grâce, c'est de servir d'intermédiaire et que la puissance divine puisse transiter dans ce moment très particulier, qui d'ailleurs se déroule essentiellement pendant de grandes fêtes chrétiennes. La liturgie du toucher des écrouelles n'intervient pas n'importe quand. Et précisément, dans cette symbolique du sacre, dans cette symbolique de la médiation du corps du roi, on retrouve à la fois toute l'étendue de la valorisation de cette personne royale et en même temps, je dirais, les limites sur lesquelles il faut insister, et j'essaie de le faire dans cet ouvrage, les limites d'une conception qui ferait immédiatement du roi une sorte d'idole, une sorte de personnage hyper charismatique. Oui, bien sûr, dans les chroniques, on a essayé de le faire, Rigord avec Philippe Auguste, qui est un roi de la fin des temps, très bien. Mais dans la réalité, les choses sont quand même un petit peu plus complexes. Et d'ailleurs, dans la tradition monarchique, on rappelle que le roi qui serait parjure, qui serait félon, pourrait être privé de ce pouvoir thaumaturgique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, son corps ne pourrait plus servir de médiateur entre les malades et Dieu, et que la punition le ramènerait à son état de simple mortel. Est-ce que l'on peut dire qu'il a comme une double personnalité, à la fois mi-clerc et mi-laïque ? Ça, c'est une évidence. Mais je vois ce qu'il y a derrière votre question. Vous allez me faire parler de Kantorowicz. Et vous avez tout à fait raison. Alors parce que effectivement, quand on ouvre votre ouvrage, et même comme avant même de l'ouvrir, quand on voit le corps du roi, on pense immédiatement à la thèse d'Ernst Kantorowicz sur le double corps du roi, les deux corps du roi. Le concept de double corps du roi, par définition, je le côtoie depuis des années. Et je vais vous avouer, je ne fais pas bon ménage avec. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Et c'est pour cette raison que je vous ai invité. Vous avez eu raison. Mais pour essayer de résumer un peu et de poser quelques éléments simples de réflexion. Tout d'abord, cette notion de double corps du roi, malheureusement ou heureusement, mais je préfère le malheureusement, elle a été utilisée des dizaines, des centaines, des milliers... Surutilisé. Des dizaines de milliers de fois pour décrire un peu tout et n'importe quoi. Les funérailles du président François Mitterrand, funérailles à Notre-Dame, funérailles à Jarnac, certains ont dit, regardez, enfin c'est évident, c'est les deux corps du roi. Mais dans un système républicain. Oui, mais c'est un monarque républicain, donc vous voyez bien, les deux corps du roi, ça fonctionne. Très bien. Donc on a en fait un modèle explicatif que l'on croit simple, que l'on pense facile à analyser, qui consisterait à dire il y a le corps privé, il y a le corps public, le corps privé c'est le corps mortel, le corps public c'est le corps immortel. Et à partir de là, on aura un modèle simple de lecture, une grille de lecture, qui simplifierait les choses et qu'on pourrait utiliser pendant, j'allais dire, toute l'histoire de la monarchie, et même bien après, c'est-à-dire même au temps de la République. Alors déjà, il faut se méfier de ce genre de choses. Il faut se méfier de l'anachronisme. Il faut se méfier des là encore des faux semblants et des faux amis, d'un appareillage conceptuel qui est extrêmement complexe. Je renvoie les auditeurs au texte de Kantorowicz, et même au-delà aux sources, aux innombrables sources utilisées par Kantorowicz, qui s'intéressent avant tout à la théologie,
et encore plus précisément au droit successoral anglais de la période médiévale, et qui décrit avant tout un modèle juridique qui permet de penser l'hérédité, la continuité, la transmission des biens, la transmission de la souveraineté, mais via la transmission des terres, du domaine royal, etc., et qui n'est pas, en réalité, un texte, cet ouvrage, si souvent cité, mais je crois si peu ou si rarement lu dans le détail, en approfondissant, cette analyse, donc, est une analyse avant tout valable pour l'Angleterre médiévale, une analyse qui est fondée sur des recherches très précises au niveau juridique qui permettait effectivement de penser la continuité dans la transmission des biens et du domaine royal. Je donne toujours comme exemple, ou le dire plus précisément comme contre-exemple, le cas de la monarchie espagnole. Nous avons des rois très catholiques. Nous avons, y compris au Moyen-Âge, une symbolique royale très importante, avec une Espagne, c'est vrai, découpée entre les territoires sous la tutelle musulmane et ceux sous la tutelle donc des rois catholiques. Or, dans cette monarchie, il n'y a pas de sacre. Il n'y a pas de double corps du roi. Il n'y a strictement rien. C'est-à-dire que, en fonction des régimes, en fonction des circonstances politiques, en fonction de l'équilibre des forces, chaque monarchie en Europe a essayé de trouver une solution pour la stabilité, pour le rayonnement, pour assurer une souveraineté la plus solide et la plus pérenne qui soit. Mais attention, tous n'ont pas souscrit à ce double corps du roi. Et effectivement, pour le cas de la France, l'élève de Kantorowicz, Ralph Guizet, lorsqu'il prolonge les travaux de son maître avec son ouvrage traduit, bien entendu, et si souvent utilisé et cité, Le roi ne meurt jamais, on dit, mais oui, on voit la continuité. La continuité, elle fait qu'il y a forcément deux corps du roi, il y en a un qui est mortel, l'autre qui est immortel. La preuve, il y a une effigie. Il y a une effigie au moment des obsèques, et cette effigie, elle montre qu'il y a un double corps du roi, et que cette effigie, c'est ce corps immortel. Il y a le corps mortel, il est dans le cercueil, qui est transporté au moment de la dernière, entre guillemets, procession. Voilà, c'est les pompes funèbres, les funérailles, et il y a ce corps qui est placé au-dessus. Très bien, mais attention, c'est pareil pour les reines. Alors ça veut dire qu'il y a un double corps des reines, parce qu'il y a également une effigie à destination de ces reines qui pourtant, elles, n'ont pas ce pouvoir thaumaturgique et n'incarnent pas l'État. Elles engendrent l'État en assurant la transmission, la dynastie, le sang, la succession, il faut faire des enfants, il faut avoir un dauphin, etc. Très bien. Mais en fait, on se retrouve confronté à l'existence de rituels qui ont une valeur symbolique très forte. Il faut pouvoir continuer à voir le souverain ou son épouse après la mort. Ça, c'est la fonction de l'effigie pendant ce rituel des funérailles, pendant ce temps fort de la monarchie. Mais ça ne signifie pas qu'on ait eu systématiquement besoin de séparer le corps mortel du corps immortel pour assurer cette continuité. La continuité, elle est assurée par plusieurs choses. La loi salique, et d'ailleurs Guizet a beaucoup travaillé, après avoir consacré de nombreux travaux à cette effigie, il s'est dit finalement l'effigie, il s'est aperçu qu'il y avait peut-être des choses un peu, contestables, ou qu'il fallait remettre un peu en question. Et du coup, il s'est retrouvé confronté, en consultant les textes à la fois du Moyen-Âge, du XVIe et du XVIIe siècle, au fait que ce qui était l'instrument juridique le plus fort, en tout cas en France, c'était la loi salique, et c'était l'immédiateté de la transmission. Le roi est mort, vive le roi. Mais on n'a pas besoin d'avoir deux corps pour à la fois penser cette génétique du pouvoir par la loi salique, et en même temps, cette immédiateté de la transmission. Le roi est mort, vive le roi. Hein, on ne peut pas rester a priori. Il y a quelques exceptions, je renvoie les lecteurs à ma conclusion, mais normalement, on ne peut pas rester sans roi. Il y a un moment très important dans votre ouvrage, justement, qui va à l'encontre de la thèse de Kantorowicz, c'est quand vous évoquez un mot que je ne connaissais pas, la dilacération
de Saint-Louis. Alors qu'est-ce que la dilacération, pardon, qu'implique ce rituel et que montre-t-il notamment, nous allons le voir avec non pas le trafic, mais en tous les cas l'utilisation et le culte des reliques. Alors ce rituel de la dilacération, qui, comme l'indique le terme, il s'agit de découper le cadavre royal. Le découper pour faire quoi? Eh bien pour répartir, si possible de façon équitable, des restes qui avaient une valeur symbolique considérable et que se disputaient l'abbaye de Saint-Denis, telle église, tel prélat, tel monarque, chacun souhaitant, alors ça c'est un peu spécifique à Saint-Louis, cette dispute au niveau des restes qui va durer jusqu'au XVIIe siècle, où par exemple Anne d'Autriche va recevoir un tout petit bout d'os de Saint-Louis en présent, puisqu'elle arrive en France et puis voilà, elle est mariée à Louis XIII, donc il faut bien lui faire un cadeau de mariage original. Il en est d'autres bien sûr, mais elle trouve que l'os est trop petit et puis finalement elle en souhaite un plus gros. Elle en souhaite un plus gros. Effectivement, je raconte ça dans le livre, c'est assez intéressant. Le corps du roi a vocation à devenir une sorte de réservoir de reliques, mais si le corps est canonisé, s'il s'agit d'un saint, là en l'occurrence, on est dans le protocole classique qui fait que un seul cheveu, une poussière, un fil de la robe d'un saint est censé contenir, ou en tout cas permettre d'accéder ou disposer à la totalité du pouvoir corporel du saint en question. Alors, de façon beaucoup plus prosaïque, qu'est-ce qui se passe? Il y a à la fois la nécessité, parce que c'est un rituel ancien, on le trouve déjà dans l'Antiquité, je fais allusion bien entendu à l'embaumement. C'est un rituel ancien, c'est un rituel d'hommage qui consiste en fait à, et ça c'est la théorie, la pratique est différente, mais la théorie c'est conserver si possible l'apparence, au maximum l'apparence du défunt en attendant la résurrection des corps. Ça c'est la théorie. Mais la pratique, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur d'un roi ou d'une reine, c'est exactement la même chose, du roi ou d'une reine, va dans une église X, le reste du corps va, par exemple, à Saint-Denis, mais des fois c'est plus compliqué. Et lorsqu'il y a effectivement une dispute entre les héritiers, certains souhaitant les os, le squelette, d'autres les entrailles, la chair, etc. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au moment de la disparition de Saint-Louis. Ça veut dire qu'il y a un éparpillement. Et en réalité, les théologiens considéraient que cet éparpillement, c'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose parce que, en vertu de cette théorie de la résurrection des corps, à la fin des temps, dans le christianisme, les corps doivent ressusciter. Mais oui, mais si les corps sont répartis à différents endroits, toute la France, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, c'est un thème qui est intéressant. Hein. Je renvoie notamment aux pages et aux lignes que j'ai consacrées à cette problématique, qui a été approfondie et traitée par Elizabeth Brown, qui est la grande spécialiste de toutes ces questions de funérailles royales et de traitement du corps, où il y a des choses tout à fait passionnantes, et on s'aperçoit que la théorie des deux corps ne suffit pas, notamment pour la période médiévale, à comprendre vraiment la richesse et la prolifération de ces problématiques, de ces techniques, de ces rituels, qui font que ce corps n'est vraiment pas un corps comme les autres, et que on est aussi dans un monde où l'objectif étant pour le roi, l'objectif vraiment primordial, c'est la sainteté. Mais qui dit sainteté dit effectivement ensuite la dilacération, le découpage de ce corps, officiellement pour en faciliter la conservation,
C'est le cas de l'embaumement où on va retirer les entrailles et puis le cerveau parce que c'est putrescible. Et puis à l'intérieur de l'abdomen, on va mettre des épices, on va mettre des herbes parce que tout ça, il faut que ça sente bon, il faut que ça puisse se conserver comme la momification en fait dans l'Antiquité. Mais la réalité, c'est que tout le monde veut des reliques, tout le monde veut des petits bouts, des petits fragments. Et si vous me permettez de faire un bond chronologique rapide, on retrouve ça en fait à partir de la Révolution française. Avec Louis XVI. Avec Louis XVI et ensuite avec Napoléon, où aujourd'hui encore des collectionneurs peuvent aller à l'hôtel Drouot acheter une mèche. Alors on ne sait pas si c'est vraiment une mèche de Napoléon, mais ça fait rien. On imagine. Donc ça devient un objet fétiche. Vous décrivez bien pour Louis XVI l'exécuteur à qui on aurait donné de l'argent afin qu'il récupère une partie de son... On accuse les Anglais. Voilà. On accuse les Anglais et on dit le bourreau, Samson, aurait été payé pour récupérer un peu de sang, une touffe de cheveux, etc. Et on se serait battu. On a le témoignage de Louis-Sébastien Mercier. Et dans la presse révolutionnaire, il y a un certain nombre de témoignages. Alors presse révolutionnaire, mais aussi dans des correspondances. Donc c'est pas simplement, j'allais dire, des documents qui pourraient être sujets à caution, mais en tout cas, l'historien doit croiser les sources, et on a des sources concordantes qui vont dans le sens à la fois d'une hantise, d'une récupération précisément des fragments du corps du roi exécuté, qui aurait alimenté cette légende en disant voilà, j'ai un fragment du corps du roi. On considérait par exemple que frotter une paire de dés à jouer, pas de dés à coudre, de dés à jouer dans le sang du roi permettait de gagner à coup sûr lorsque on jouerait au dé. Donc il y a toute une symbolique très très forte du sang royal, de ces restes, des cheveux. Et ensuite, au moment de l'Empire, même si les circonstances ont été très différentes, mais les collectionneurs se sont battus, et je crois continuent à se battre encore, pour avoir un bas de soie ayant appartenu à Napoléon, une mèche de cheveux, voire même, j'ai retrouvé, je trouve c'est assez romantique et poétique, une feuille d'arbre que l'on aurait récupérée sur la tombe de Napoléon à Sainte-Hélène. Voilà. Donc là, ça n'a même pas touché le corps, mais ça fait rien. Cette feuille d'arbre, elle aurait été récupérée sur la tombe, et du coup, ça devient un objet fétiche parce qu'il y a eu un contact, même s'il est très très indirect, même si c'est de l'imaginaire, même si c'est du folklore, de la superstition, ça fait rien. Voilà. L'histoire est là, on peut la toucher, c'est un objet. Et là, il y a un rapport au temps d'ailleurs qui est tout à fait, je crois, intéressant et qui mériterait sans doute d'autres études plus approfondies, et que finalement j'aborde dès la première page de l'ouvrage avec la fameuse tête momifiée d'Henri IV. Alors je me permets de vous couper parce que je souhaiterais on pourra reparler d'Henri IV, mais précisément avant de parler d'Henri IV, il me semble important de montrer ce que vous évoquiez en début d'émission. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution au fond? Avant la Renaissance, c'est bien la sainteté qui compte. Après la Renaissance, c'est bien l'État. Et on parle beaucoup de Louis XIV, de cette mise en scène, etc., etc. Or, vous montrez que tout le cérémonial, au fond, toute la place du corps est déjà présente chez Henri IV. Tout à fait. Chez Louis XIII, chez Henri IV. Louis XIV, du fait de la longueur de son règne, et du coup, je crois qu'il y a un phénomène un peu, j'allais dire mécanique en termes de source, c'est-à-dire un règne très très long, une propagande intense. On peut discuter sur la propagande, comment elle fonctionne, ok, mais je crois que la prolifération des sources a fait un petit peu écran avec les règnes précédents. Au niveau des idées politiques, l'absolutisme ne doit strictement rien aux mémoires de Louis XIV. Les théoriciens de l'absolutisme, c'est Jean Bodin, c'est le XVIe siècle. Bon, l'absolutisme précisément intervient comme une sorte d'antidote à la guerre civile. Il faut bien penser à ça, et que quelque part, même si les frondes, alors frondes des nobles, des parlementaires, etc., les problèmes de la France dans les années 1640 étaient des problèmes
considérable. Ça n'a rien à voir avec les guerres de religion. Et précisément, l'absolutisme est apparu comme une sorte d'antidote, ou en tout cas de solution, pour qu'il y ait une unité, et que cette unité soit incarnée dans le corps du roi. Alors justement, il y a une expression que vous utilisez que j'aime beaucoup, qui est il y a un état absolu, mais il y a un corps absolu. Il y a un corps absolu qui est une fabrication de toutes pièces, mais ça ne choque personne. La toile désormais au Louvre, enfin le tableau, je crois que c'est un panneau, je ne veux pas raconter n'importe quoi, attribué à Jean Clouet représentant François Ier en Saint Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on dirait mais c'est un Photoshop, c'est un montage, c'est un fake, parce qu'on a la tête du roi sur un corps qui n'est pas le sien. C'est le corps de Saint Jean-Baptiste, et bien sûr un corps fantasmé par définition, parce que musclé, un corps d'Apollon, bon, mais c'est pas grave. Il est censé incarner l'État, c'est-à-dire qu'il est toujours censé incarner quelque chose de plus. La solution qui a été trouvée, et qui se met en place, je pense, à partir du XIVe siècle, c'est-à-dire à partir de la folie de Charles VI. La solution est de dire, alors il y avait la chair auparavant, d'accord, mais il n'y a pas tellement de portraits. On n'a pas d'image de Saint-Louis. Il n'y a pas de figuration. On a des images de Saint-Louis, mais c'est pas ressemblant. On sait très bien que tous ces personnages ont exactement la même tête, et on n'a pas des dizaines de pages de description sur les détails. Ça n'a pas d'intérêt. Le portrait du roi au Moyen-Âge, c'est son blason, point. Fleurs de lys, fond bleu, très bien, c'est suffisant. À partir du XIVe et du XVe siècle, d'ailleurs, on voit apparaître progressivement sur les monnaies, on va les appeler les testons au XVIe siècle, c'est-à-dire il y a la teste, donc la tête du roi. Il y a la nécessité de voir quelque chose, c'est-à-dire de voir un personnage et de le différencier. Les armoiries ne suffisent plus. Et du coup, il y a une focalisation sur ce corps qu'il faut arriver à différencier. Comment le différencier? Par des détails anatomiques. Des portraits, des sculptures, des monnaies, des médailles. Et là, il y a effectivement cette révolution iconographique que j'évoque. Cette révolution iconographique, elle va de pair avec une conception de l'État qui doit se montrer et être incorporé dans un corps qui, à un moment donné, est une sorte de fétiche, de symbole et de blason à lui seul. C'est-à-dire que le portrait du roi devient l'image de l'État vivant, ou même on pourrait dire l'image vivante de l'État. Je pense que les deux sont vrais. Pourquoi les gisants, Stanis Pérez? Quel rôle jouent les gisants dans cette représentation du corps? Il y a, avant que le corps soit mis dans la tombe, vous décrivez l'effigie que l'on fait du roi. Il y a une effigie, c'est-à-dire une sorte de mannequin. Tout à fait. Et après, les rois, mais aussi les reines, se font représenter sur, via ce médiateur là aussi que sont les gisants. Les gisants ont été déjà très très largement étudiés. C'est un des grands classiques de l'histoire à la fois religieuse, politique et artistique. Ariès avait consacré tout un volume à ces travaux, l'homme devant la mort. Le gisant pose beaucoup de problèmes parce que le gisant est une œuvre d'art sans public. Vous allez me dire, mais non, enfin, les touristes qui vont à Saint-Denis. Ah oui, mais au départ, c'était pas destiné aux touristes. Et non. C'est-à-dire qu'on a ce paradoxe formidable d'œuvres qui sont à la fois très réalistes et complètement fictives. Bon, Henri II, le gisant est très bien fait, sauf qu'il n'y a aucune trace de la blessure, qui a causé sa mort. Catherine de Médicis, elle a perdu à peu près, on va dire, pour être gentil, une vingtaine ou une trentaine d'années sous le ciseau du sculpteur, c'est-à-dire qu'elle a été rajeunie. Oui. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une idéalisation que l'on retrouve pour la Renaissance, dans d'autres portraits, dans d'autres sculptures, qui constituent les avatars de cette mise en avant de l'État, de cette théâtralisation, et d'une théâtralisation qui rime avec embellissement. Pour le Moyen-Âge, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que on a des gisants qui sont également réalistes. Au niveau des visages, on a des choses tout à fait exceptionnelles.
des gisants qui d'ailleurs ont été pour certains détruits à la Révolution française, lors de la profanation de 1793, et donc quelques fragments apparaissent de ci de là chez les collectionneurs, voire même à l'hôtel Drouot. On se dit ah oui, là effectivement c'est une sculpture d'une très très belle qualité. Oui, effectivement, c'est une reine du XIVe siècle qu'on avait complètement oubliée et qui à un moment donné, j'allais dire, enfin, renaît pas de ses cendres, mais qui refait parler d'elle. Mais là, on est dans une logique qui n'est pas une logique de valorisation de l'État. On est dans une logique d'éternité. Le gisant, c'est l'image du roi ou de la reine, ou des enfants, puisque les enfants royaux également avaient droit à leur gisant, qui ils sont en train de dormir. Voilà. Ils sont pas morts, ils dorment. Et à la fin des temps, quand les corps seront ressuscités, eh bien, ces gisants, quelque part, ils se relèveront. Alors, pas les gisants, pas les sculptures, mais les corps qui sont censés incarner. On va dire, ah ben voilà, c'est une preuve qu'il y a un double corps. Mais non. À ce moment-là, n'importe qui se faire son gisant ou son effigie a un double corps. Des chevaliers, des prélats avaient également des gisants et ils y étaient extrêmement attachés. Ça veut dire que cette mécanique du double corps, elle ne permet pas de comprendre pourquoi des gens qui n'étaient pas rois, qui n'étaient pas sacrés, qui n'étaient pas ouins, pouvaient également y avoir recours. Ils y avaient recours parce que c'était une sorte d'instantané, mais destiné non pas à un public de touristes, bien sûr, mais destiné en fait à la fin des temps, au siècle des siècles. C'est comme ça, je crois qu'il faut penser ces gisants, même si d'ailleurs, faut le signaler, à partir du XVIIe siècle, bon, les funérailles sont quand même réalisées assez rapidement. Il y a toujours des dépenses, mais bon, ça fait partie des fastes, j'allais dire, de l'État, que ce soit dans l'Ancien Régime ou d'autres périodes de l'histoire. Mais on s'est jamais, intéressé ou il n'y a jamais eu une obsession pour réaliser des statues monumentales de Louis XIV après sa mort, ce qui prouve peut-être que son pouvoir n'était pas grand-chose. On sait très bien que tous les testaments des rois ont été cassés par leurs prédécesseurs et que Louis XIV, qu'on présente comme voilà le très grand monarque au pouvoir sans limite, n'a même pas réussi à faire légitimer ces bâtards, ou en tout cas ce que les bâtards légitimés puissent, après sa mort, profiter des largesses et des privilèges qui leur avaient été octroyés. Bon. Donc là aussi, je dirais que ça pose un certain nombre de problèmes. Ça pose un certain nombre de problèmes d'ailleurs au niveau du corps du roi. Ma langue a fourché, j'ai dit le sang du roi. Ben oui, précisément, parce que si ce roi il est absolu, ça veut dire que même ces bâtards pourraient lui succéder. Même ces bâtards pourraient avoir, après sa mort, une importance considérable parce que il y a quand même, voilà, le patrimoine génétique d'un roi de France à l'intérieur. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, la loi salique est plus forte que ça. Alors, il y a un revers. Je reviens sur la représentation et la révolution iconographique, ce que vous appelez la révolution iconographique. Il y a un revers de la médaille, ou bien du teston, comme vous voulez. C'est la caricature. On représente le roi de façon caricaturale, en dépit de son caractère sacré, parce que le corps royal reste sacré. Attention, les premières caricatures sont des caricatures étrangères. Donc les étrangers, ils ont le droit. Ils ont le droit, ils le prennent. Mais lorsque les Allemands, lorsque les Anglais, lorsque les Néerlandais, à la fin du XVIIe siècle, caricature Louis XIV, il n'y a pas de caricature avant. Il n'y a pas de caricature de Louis XIII, il n'y a pas de caricature d'Henri IV. Oui, vous allez trouver un portrait un peu bizarre d'Henri III, mais bon, c'est un document qui est tout seul, qui est isolé. Bon, c'est pas une mode. Je dirais que c'est pas encore un discours politique. Bon, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que se développe. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle. Alors, le cas d'école, je dirais que c'est Louis XV. Je vous mets au défi de me trouver dans les fonds du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, dans des collections privées, etc., etc. Et à la rigueur, je vais vous dire, je préférerais perdre mon défi et découvrir une nouvelle source parce qu'il n'y a pas de caricature de Louis XV. Alors qu'il a été vilipendé pour ses relations avec la Dubarry, la petite vérole bien fait pour lui, etc., le coup de majesté, la séance de la flagellation, il maltraite les parlementaires. Il n'y a pas de caricature. Parce que ce n'est pas, à cette époque-là, un moyen
de faire passer un message politique. C'est-à-dire, la caricature n'est pas politisée. Ça fonctionne une vingtaine d'années à la fin du règne de Louis XIV, à l'époque de Louis XV, et pourtant, il me semble qu'on avait un certain nombre d'ennemis en Europe, et notamment les Anglais. Non, il y a des pamphlets. La caricature, elle revient quand? Elle revient à la fin du règne de Louis XVI. Alors à la fin, nous on sait que c'est la fin, mais évidemment, il faut pas faire d'anachronisme. Elle intervient à un moment où, en fait, il y a une prolifération de pamphlets contre Marie-Antoinette. On l'accuse de débauche, de libertinage, voilà, bon, elle fait tout et n'importe quoi avec son corps. Avec son corps. C'est-à-dire la focalisation sur le corps, elle revient. Elle revient et il y a effectivement un revers de la médaille. Il y a un renversement qui la frappe, elle, par ricochet qui ensuite va frapper le roi également, et il y a cette fameuse image du roi cochon, du roi porc, pendant la Révolution française, ou l'image aussi célèbre de Marie-Antoinette, caricaturée sous forme d'autruche, hein, avec le jeu de mots, Autriche, c'est là d'où elle vient, et autruche. On représente rarement le roi nu. J'ai appris dans votre livre qu'il était représenté sur l'arc de Saint-Martin. Oui. Vous présentez également une reproduction d'Henri IV nu, et là encore systématiquement idéalisé, mais vous présentez la vie, par exemple, concernant Louis XIV, d'un prêtre qui trouve ça complètement ridicule, en fait, que de représenter le roi nu, parce que le roi est nu, mais avec sa perruque. Oui, il est pas complètement nu, parce que, bon, tout dépend, j'allais dire, de l'endroit où nous portons nos regards. Bon, la question de la nudité pour les souverains d'Ancien Régime, je dirais, il suffit de regarder les sources, il suffit de regarder l'iconographie. Il y a vraiment pas grand-chose. C'est pas l'objectif. Alors, quand je dis c'est pas l'objectif, bon, il y a la nudité mythologique. On va dire oui. Alors, il y a ce bronze représentant Henri IV. Alors, il y a le pendant d'ailleurs. C'est très intéressant. Il y a le pendant. Il y a le pendant féminin. Alors là, c'est pas Jupiter, c'est Junon. Et donc, c'est Marie de Médicis. Bon, sauf qu'elle n'est pas nue. Et là, en fait, le sculpteur, bon, je sais pas si c'est un effet de fantaisie, d'originalité. Je dis finalement, voilà, à Fontainebleau, il y a plein de nus. Bon, pourquoi pas aller jusqu'à représenter le roi entièrement nu, avec un corps évidemment qui est fictif. Mais attention, ça n'a pas du tout créé une mode. C'est l'exception qui confirme la règle. La sculpture à laquelle vous faites allusion représentant Louis XIV, qui effectivement est nu, mais qui a sa perruque, et puis ça va être critiqué effectivement au XVIIIe siècle. Bon, ça fait partie, je dirais, de ces sources qui sont intrigantes. Mais encore une fois, je le répète, c'est l'exception qui confirme la règle. On a aussi une entaille représentant apparemment, alors c'est très peu connu, en tout cas beaucoup moins connu que la sculpture en bronze d'Henri IV, qui représenterait Louis XV, lui aussi plus ou moins en Apollon. Alors il serait nu. Alors on dit oui, c'est une entaille qui aurait été faite par la Pompadour. Bon, alors mais c'est vraiment un document sur des milliers et des milliers. La nudité du roi, ou bien on va l'utiliser à des fins politiques, un petit peu à la Révolution française, c'est vrai, mais c'est pas ce qui est fondamental. Louis-Philippe, lui, par exemple, au XIXe siècle, c'est pas sa nudité qui va intéresser, c'est son profil. Mais parce que ça dit aussi quelque chose à un moment donné d'une société, c'est-à-dire les caricatures ou ce qu'on va reprocher aux souverains, et qui est souvent de l'ordre de la fiction, du fantasme ou de la rumeur, hein, mensongère et surtout malveillante. Tout ceci, quand même, est révélateur à un moment donné d'un point de fixation de la société. À la fin du XVIIIe siècle, il y a un point de fixation qui apparaît, c'est celui de la sexualité. Voilà, celui de la sexualité étant considéré comme quelque chose qui est fondateur de la morale, de l'identité, voilà. Alors qu'auparavant, le fait que le roi ait des maîtresses,
quelque part, c'était normal. Je dirais que c'était quelque chose de courant. On a critiqué Louis XV pour des choses que Louis XIV, lui-même avait commises, mais sans que on ne le critique, mais de 10% de ce que Louis XV a pu subir, hein, et c'est exactement la même chose pour Louis XVI. Alors, Saïs Pérez, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Vous évoquiez tout à l'heure Apollon. Nous aurions pu parler de la représentation, de la mythologie, qui est évidemment très présente à l'époque de la Renaissance et ce retour au monde antique. J'aurais peut-être un mot de conclusion et faire un pont avec notre époque contemporaine. Nous, Français, restons très attachés à l'idée du pouvoir. Vous évoquiez tout à l'heure François Mitterrand, mais on voit toute la scénographie qu'a mise en place Emmanuel Macron lors de son intronisation, qui n'était pas une intronisation, mais tout simplement une élection par les urnes, et à la suite d'une élection par les urnes, une sorte de scénographie où il arrivait près de la pyramide du Louvre. Nous restons attachés à une forme de dimension, à une incarnation, mais pas forcément à une dimension sacrée. La dimension sacrée, si elle existe, au fond, on peut la retrouver chez les papes. Oui, c'est tout à fait exact. Mais alors attention à une chose. Je crois que, et c'est l'objet du dernier volet de mon livre, je crois que depuis la Révolution française, on est confronté, pour le meilleur ou pour le pire, à une perte qui est celle du corps du roi. Le corps du roi a disparu. Où est-ce qu'il est ? On ne sait pas. Est-ce qu'il reviendra ? Difficile à dire. Mais il y a une sorte de focalisation sur ce corps perdu. C'est ce que j'indique notamment en conclusion. Il y a un dialogue, je me permets de vous couper, oui. Il y a un dialogue incroyable où on demande à un personnage d'aimer la République, il dit mais je sais pas ce que c'est la République, en revanche je sais qui est Charles X, je sais qui est Louis XIV, je sais... Oui, mais il était de mauvaise foi, attention. Il était de mauvaise foi parce que à ce moment-là on peut regarder Marianne, on peut regarder un portrait présidentiel. Mais est-ce que pour autant, je pose la question, est-ce que pour autant... et là, à la rigueur, c'est un historien de la période contemporaine qui est plus à même que moi de répondre à cette question. Est-ce que pour autant on retrouve ce corps royal ? Non, je crois qu'on ne le retrouve pas. Déjà, il y a une dimension qu'il ne faut pas sous-estimer. Il ne peut y avoir d'incorporation et d'incarnation de l'État dans un système monarchique que parce qu'il y a une génétique du pouvoir et qu'il y a donc cette idée de continuité et en même temps une spiritualité. Même à l'époque de Louis XIV, même à l'époque de Louis-Philippe, c'est plus compliqué, mais quand même. Bon, il n'y a pas le sacre. Charles X, il le fait, mais l'onction, bon, pour le toucher des écrouelles, ça se passe pas exactement de la même façon. On est passé quelque part à autre chose. Napoléon veut le couronnement et le pape. Oui, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et en fait, cette impossible sacralité du corps des rois de la Restauration, de Napoléon III, qui commence quand même comme président, et ensuite des présidents de la Troisième République, de la Quatrième, de la Cinquième, elle est liée aussi à une transformation plus globale, j'allais dire, de la civilisation occidentale, et en particulier de l'histoire politique et religieuse de la France, qui fait que il n'y a pas de sacralité parce qu'il n'y a pas de spiritualité. On ne demande pas au chef de l'État, aujourd'hui, d'avoir une spiritualité. On lui demande d'être intègre, on lui demande de respecter la Constitution, on lui demande d'incarner encore une sorte de lien et de ciment de la nation, de la République. La République, elle est quand même une et indivisible, comme en théorie, oui, la métaphore est facile, le corps, effectivement, du roi. Mais attention, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'onction. C'est-à-dire que ce corps royal, il est sacré parce que la sacralité, donc son pouvoir, il vient d'en haut. Dans un système républicain, le pouvoir, en théorie, il vient d'en bas. Il vient pas de Dieu. Il vient de la représentation. C'est le contrat social de Rousseau. Il y a tout dans Rousseau. C'est ce contrat social qui fait que, normalement, la société, donc, en fait, il y a le haut, il y a le bas. Bon, vous me comprenez. Le pouvoir vient d'en bas. Il y a cette représentation, mais à aucun moment, on a besoin d'avoir une sacralisation, puisqu'on n'est que dans la représentation. Pour le dire différemment, eh bien, on n'attend pas d'un président qu'il
désigne comme successeur son propre fils. C'est quand même ça dans un système monarchique. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cette ambiguïté parce que on voit des monarques républicains partout. Alors peut-être parce qu'on voudrait voir un monarque. Je pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'un petit peu subliminal? C'est de l'ordre de l'inconscient. Il y a quelque chose peut-être d'un petit peu freudien. C'était retrouver ce corps du roi, retrouver cette sacralité. Mais retrouver cette sacralité, ça voudrait dire retrouver cette spiritualité. Eh bien, c'est sur ce mot de spiritualité, Stanis Pérez, que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous d'être venu donc au micro de Storia Voce. Je rappelle le titre de votre livre, Le corps du roi, incarner l'État, de Philippe Auguste à Louis-Philippe, un livre paru aux éditions Perrin. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous porter dans notre entreprise. N'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique Soutenez-nous dès la page d'accueil. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle édition des grands entretiens de Storia Voce. À très bientôt.